Val de Loire en direct se poursuit l'heure de votre JT en ce lundi 23 février, présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain après la grisaille matinale. Retour du soleil demain après-midi avec des températures, vous le voyez, en hausse, minimale 9 degrés, maximale demain après-midi 18 degrés. Justement, on va parler météo à la une de ce journal puisque nos fleuves et rivières toujours sous surveillance. Je vais y arriver. Oui, le niveau d'alerte crue a baissé. La Loire, le Cher et la Vienne sont en vigilance jaune. Chez certains, l'eau baisse, mais de nouvelles montées sont attendues, notamment sur la Vienne. Et si pour l'instant les évacuations restent à la marge, les digues sont tout de même surveillées de près. Nous parlerons également politique. À 3 semaines du premier tour des municipales, nous poursuivrons notre série Les clés de la mairie. Aujourd'hui, les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours répondront à cette question. Combien gagne un maire? Et puis, nous prendrons la direction de Mantelan où se déroulait ce week-end le fameux carnaval. Composé notamment de 200 musiciens et d'une dizaine de chars, il a su convaincre le public venu en nombre. Vous le verrez, l'ambiance était au rendez-vous. Premier invité de ce journal, ce soir, Thomas Jouanneau. Candidat lutte ouvrière à Tours, il nous présentera les enjeux défendus sur sa commune ainsi qu'à Jouer-les-Tours et à Saint-Pierre-des-Corps. Et puis notre rubrique On vous répond avec la question du soir, arnaque, usurpation d'identité. Comment s'en protéger? On posera la question à Patrice Gaucher, pilote relations humaines et responsable du site de Chartres au sein de l'URSSAF, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, on fait un point sur les crues, Lucas. Oui, le niveau de vigilance de nos rivières et fleuves est passé au jaune selon Vigicru. La Loire est stable sur un plateau haut et le Cher a légèrement baissé. La Vienne, quant à elle, pourrait continuer de monter. Pour le moment, les évacuations d'habitants restent à la marge, mais la surveillance des cours d'eau reste accrue. C'est notamment le cas des digues qui protègent certaines communes. Le point avec Gabriel Ziar et Léa Turquier. Moi, j'habite là-bas. Christophe réside à 2 pas d'ici. Problème, l'eau lui barre la route. Alors il a trouvé la solution pour rentrer chez lui, utiliser son tracteur. Dans notre quotidien, on ne peut plus rentrer les voitures chez nous, quoi. Mais autrement, avec le tracteur, ça passe sans problème. Pour le moment. Après, il faut prendre le bateau quand même, il ne faut pas exagérer. Pour nous, c'est un peu normal, c'est une crue d'hiver. Normal, il n'y a rien de préoccupant pour le moment. On est hors d'eau. Nos maisons sont hors d'eau. En raison de la crue de la Vienne, le quartier de Grigny à Chinon s'est retrouvé totalement isolé du reste de la ville. Face à cette situation, les pompiers et la police municipale sont venus ravitailler en bateau les habitants mercredi dernier. Ce week-end, la rivière a atteint un niveau de près de 5 mètres, une hauteur qui interpelle les habitants. C'est vraiment impressionnant. J'habite dans la région pendant 10 ans et c'est la première fois que j'ai vu quelque chose comme ça. Autant d'eau et autant de temps, non, c'est vraiment la première fois. Alors c'est très impressionnant, même pour nos enfants. Eux, ils sont sur l'île Bouchard, pas d'école. Heureusement que c'est les vacances, parce que sinon, il n'y a pas d'école, c'est sur l'île. Et ouais, c'est vraiment impressionnant et ça fait vraiment peur par moments. À quelques kilomètres de là, à Blois, on surveille avec attention les digues de la Loire. RAS, côté Loire. Donc ça, c'est les collègues. Mon collègue Élie qui me dit qu'il n'y a rien à signaler, donc sur tout le secteur en amont. Chaque jour, ces agents municipaux sont chargés de parcourir les digues. Leur but, observer les structures afin de repérer d'éventuelles faiblesses causées par la crue. Bilan ce matin-là, aucun dommage à signaler. On n'a constaté aucun désordre important. On a eu une remontée d'un terrier, un nouveau terrier, mais rien de majeur. La surveillance se poursuivra dans les prochains jours. La Vienne et la Loire devraient quant à elles continuer leur décrue tout au long de la semaine. Et puis à Tours, 2 micro-crèches fermées par le conseil départemental. Une fermeture administrative qui fait suite à plusieurs signalements, plaintes et visites de contrôle inopinés. Les micro-crèches Montessori de Tours-Nord, les Étoiles Lumineuses et les Étoiles Brillantes présenteraient en effet un risque pour la sécurité des enfants avec des violences, du matériel dangereux et un manque d'hygiène. La gestion du personnel serait également défaillante ainsi que l'organisation administrative. Cette fermeture immédiate et totale est prononcée pour au moins 6 mois. Et puis dans l'actualité aussi, cette battue qui s'est déroulée hier. Oui, près de 300 personnes ont ratissé les alentours de la commune de Cheillé, en Indre-et-Loire, hier. Une battue pour tenter de retrouver en vain Thomas Rubio. L'habitant du village âgé de 34 ans a disparu depuis une semaine. Pour rappel, voici l'appel à témoins publié par la gendarmerie. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois au bar L'Escapade de Cheillé. C'était le soir du 13 février. Il serait vêtu d'un polo noir et d'un jean ou d'un jogging, ainsi que de baskets orange ASICS. Si vous disposez
disposez d'informations, vous pouvez contacter le 17 ou la gendarmerie de Chinon. On va parler politique à présent, Lucas, dans le journal. Et oui, dans 3 semaines, le 15 mars, se tiendra le premier tour des élections municipales. Voici donc un nouvel épisode de notre série Les Clés de la mairie. Une série réalisée par les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. L'occasion de réviser nos connaissances sur la politique locale avec aujourd'hui cette question: combien gagne un maire? La réponse avec Louise Clerget et Victoire Alonso. Aujourd'hui, on s'est demandé mais combien gagne réellement un maire? J'aurais trop peur de dire une bêtise. Au moins un SMIC quand même. Oui, donc bien plus que ça, moi je pensais. Même pour un petit village. 100 000 habitants, je dirais 5 000. Je ne sais pas, sur Tours, un maire peut peut-être avoir une indemnité de 3 000 €. En réalité, durant leur mandat, les maires ne reçoivent pas de salaire, mais des indemnités. Celles-ci sont définies par le conseil municipal. L'objectif est de couvrir les frais de mandat, comme par exemple les déplacements. Les indemnités sont calculées en fonction du nombre d'habitants. Plus ceux-ci sont nombreux, plus l'indemnité est élevée. Par exemple, un maire d'une commune de moins de 500 habitants verra son indemnité plafonnée à 1 048 €, alors qu'un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants recevra une indemnité maximale de 5 960 €. Certains maires font alors le choix d'exercer un emploi en plus de leur mandat. C'est le cas de Sébastien Berger, maire à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, une commune de 1 140 habitants. Aujourd'hui, une mairie comme Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est un temps plein. Pas le soutien des grosses communes. J'ai pas de police municipale, j'ai pas de directrice générale des services, j'ai pas de directeur des services techniques, j'ai pas d'astreinte de mon personnel technique. Donc il y a un souci sur la commune, c'est nous qui sommes responsables. Quand il n'est pas maire, Sébastien Berger est sapeur-pompier. Ce métier passion lui permet d'avoir un salaire de 2 500 € par mois, en plus de son indemnité de maire de 1 380 €. On est toujours à la disposition des gens, on est disponible, on est dévoué, on est bienveillant. Et donc c'est ce que je suis dans ma carrière professionnelle et c'est ce que j'ai essayé de faire dans, si je peux dire, une carrière de maire. Le cumul des activités reste complexe. Sébastien Berger le préconise, il vaut mieux être maire à la retraite. D'ailleurs, 2/3 des maires en Centre-Val de Loire ont plus de 60 ans. Et on va continuer de parler des municipales avec notre premier invité de ce journal, Thomas Joanneau. Membre de Lutte ouvrière, il est tête de liste à Tours pour le parti. Ce soir, il nous présente sa candidature ainsi que celle des autres communes d'Indre-et-Loire. Bonsoir Thomas Joanneau. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Lutte ouvrière présente des listes à Tours, Joué-les-Tours et Saint-Pierre-des-Corps, des villes qui comptent déjà des listes de gauche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer à la division de la gauche face à la droite et l'extrême droite ? Pas du tout, parce que en fait, ces étiquettes, la gauche, la droite, ce sont plus des pièges politiques qui, malheureusement, ont fait beaucoup de mal aux travailleurs lorsqu'ils y ont cru jusqu'à maintenant. Nous, on se présente pour montrer que si on veut comprendre l'origine de nos problèmes dans la société, des maux qui pèsent de plus en plus, eh ben, il faut comprendre qu'il y a des camps sociaux opposés. Et nous, le camp qu'on veut représenter dans cette élection, dans cette campagne électorale, dans les 3 villes, c'est le camp des travailleurs. Ces candidatures sont... Bon, on ne va pas se faire d'illusions, vous ne serez pas élu. Est-ce que c'est une candidature de posture ou est-ce que vous portez vraiment des projets pour ces villes dans lesquelles vous vous présentez ? On porte un projet pour toute la société. Parce que là, ce que beaucoup de travailleurs ressentent de plus en plus, la question devant laquelle ils sont posés, c'est l'avenir catastrophique qu'on nous prépare. Alors, il y a la situation de chacun, le quotidien qui s'aggrave, les angoisses pour l'avenir. Et c'est pas nouveau, mais ça ne fait que s'aggraver. Mais il y a en plus, maintenant, les menaces guerrières qui pèsent sur tout le monde et dont on nous parle tous les jours. Et ben, nous, ce qu'on veut dire, c'est que on voudrait faire dans cette campagne électorale comme si on devait détourner le regard de tout ça. Comme si nous, les travailleurs, on devait s'y résigner alors qu'on fait tout tourner dans la société. Ben nous, on est pour dire qu'on n'est pas d'accord. On s'adresse à tous ceux que cet avenir la révolte pour dire si les travailleurs qui font tout marcher dans cette économie, dans cette société, diriger, décider de tout, ils auraient des solutions pour régler les problèmes devant lesquels les politiciens sont impuissants. C'est des enjeux nationaux, pas locaux ?
En fait, tout ça, ça se traduit localement. Évidemment que les travailleurs qui se retrouvent face à la toute-puissance des patrons, qui décident de supprimer des emplois, y compris dans des groupes très puissants, richissimes, multinationaux comme ST, Atour, etc., ou ceux qui ont du mal à trouver un logement accessible pour leur budget, ceux qui n'arrivent pas à se soigner, qui font la queue aux urgences, etc., ils connaissent les mêmes problèmes que dans toutes les autres villes, en réalité. Donc, les enjeux locaux, bah oui, c'est les problèmes quotidiens des travailleurs, mais pour s'y attaquer, il faut contester le pouvoir du grand patronat sur l'économie. Et ça ne pourra pas se faire juste à l'échelle d'une ville. Et d'autre part, beaucoup de candidats reviennent sur des questions, il y a des questions récurrentes. Je pense à la sécurité, par exemple. C'est quelque chose qui vous parle? Vous avez une position là-dessus? Bien sûr, et c'est un exemple justement très parlant. On ne peut pas faire comme si le chômage de masse s'était pas installé dans les quartiers populaires de Tours, ceux où la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté est largement supérieure à la moitié des personnes qui y vivent, et comme si tout ça, c'était pas le terreau d'une dégradation qui se traduit par des violences, par des trafics, par la montée des comportements individualistes. Bon. Il faut absolument dire que ceux qui prétendent résoudre tous nos problèmes, la sécurité, l'environnement, l'éducation à l'échelle d'une ville, en fait, c'est dérisoire, c'est illusoire et c'est même trompeur. Nous, ce qu'on veut montrer justement, c'est que les travailleurs, ils peuvent faire quelque chose là où ils sont. C'est entamer la discussion pour savoir si c'est vrai qu'on doit accepter de continuer à subir tout ça, ou si tous ensemble, on n'aurait pas des idées pour que ce ne soit pas le profit qui gouverne la société, mais que ce soit les besoins de tous. Tous les travailleurs ont un avis là-dessus. Nous, on fait campagne pour qu'ils puissent commencer à en discuter entre eux. Bon, je me suis permis de dire que vous ne serez pas élu, c'est un peu présomptueux. En fait, je me rapporte au dernier score que vous avez fait, à chaque fois un peu plus d'1%. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est cette idée de dire qu'il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans la gauche qui est plus banalisée que la vôtre, qui fait des plus gros scores, les écologistes, le Parti socialiste, par exemple. Et la France insoumise. Et la France insoumise. Bien sûr, bien des gens se souviennent des reniements de la gauche et donc ne croient plus dans son discours qui consiste à dire que, en fait, il suffit de bien voter pour que les choses changent. Non, nous, on pense que c'est le fait que les travailleurs s'organisent qui va être décisif pour l'avenir. Qui ne restent pas isolés à subir ce qu'on leur impose, mais qui voient leur force là où elle est, c'est-à-dire dans le fait que c'est une puissance qui fait tout tourner dans la société. Merci beaucoup Thomas Joanneau. Alors je le dis, un meeting commun des listes lutte ouvrière de Tours, Joué-les-Tours et Saint-Pierre-des-Corps aura lieu mercredi 4 mars. Ça sera à 18h30 à la salle polyvalente du centre de vie du Sanitas. On sera donc à Tours. Merci Thomas Joanneau d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et puis on le rappelle, les élections municipales du 15 et 22 mars seront à suivre évidemment sur Val-de-Loire TV. Un dispositif sera présent pour 2 soirées exceptionnelles sur Val-de-Loire TV avec notamment Lucas Chopin. Un mot à présent du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Et oui, la semaine dernière, sa présidente Nadège Arnaud a annoncé la création d'un conseil départemental des jeunes, une façon de pousser la jeunesse à l'engagement, mais aussi de répondre à une attente formulée par celle-ci. Regardez. La collectivité a mis en place le budget participatif des jeunes et on se rend compte que les jeunes s'intéressent à la vie publique et à ce qui peut être utile pour eux. Donc l'idée du conseil départemental des jeunes, c'est pour impliquer justement des jeunes qui sont intéressés par l'investissement public, parce que c'est ça aussi. Et on constate par ailleurs qu'il y a un désintéressement parfois de la fonction publique, du service public. Et peut-être nous proposons peut-être des réponses qui ne sont pas adaptées alors que les jeunes attendraient autre chose. Allez, un peu de joie dans ce journal. Lucas, quel était votre costume hier à Mantelan? Vous le verrez peut-être dans ce reportage, car à Mantelan, l'heure était à la fête ce dimanche. Le carnaval, composé notamment de 200 musiciens et d'une dizaine de chars, a su convaincre le public venu en nombre. Vous voyez comme c'est beau autour de nous. 20 bénévoles travaillent toute l'année pour la tenue de la manifestation et même 80 le jour J. Découvrez cette belle ambiance dans ce sujet, signé Léa Turquier. De la musique, des confettis et bien évidemment des chars, pas de doute, nous sommes bien au carnaval de Mantelan. Un spectacle qui fait déplacer les foules et qui fait toujours son petit effet. C'est la fête, c'est super, c'est la deuxième fois que j'y aille, j'étais venue il y a au moins 20 ans et on fait découvrir à la petite le carnaval. Depuis
l'âge de mes 3 ans, je viens au carnaval de Mantelan. Qu'est-ce que vous aimez dans le carnaval? L'ambiance, les fanfares, les chars. L'ambiance, la musique, revoir les copains, la famille, puis se déguiser bien sûr. Cette année, le carnaval a opté pour le thème de la magie du jeu, avec plus de 200 musiciens présents pour faire danser le public sur tout le parcours. On essaye de varier entre morceaux traditionnels et morceaux de variété française, variété en général, pour que tout le monde connaisse, puisse chanter, et puis voilà. Une dizaine de chars se succèdent. Après plus de 150 éditions, le carnaval, c'est une véritable tradition dans ce village de 1400 habitants. On a vraiment une population qui joue le jeu, qui s'investit à tous les niveaux. Cette fête, cette organisation, c'est aussi des moments conviviaux que l'on passe tous ensemble et le plaisir de montrer aux spectateurs un spectacle à la hauteur de ce que l'on imagine voir ailleurs. Créé en 1869, le carnaval de Mantelan a reçu en juillet dernier un label qui le place officiellement parmi les plus belles fêtes de France. Au total, seulement une soixantaine de manifestations possèdent ce titre. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité ce soir, Patrice Gaucher, pilote relations humaines et responsable du site de Chartres au centre de l'URSSAF, pour évoquer cette question, arnaque, usurpation d'identité, comment s'en protéger. Bonsoir Patrice Gaucher. Bonsoir à vous. Notre plateau, on va prendre cette question-là à travers le prisme de l'URSSAF, puisque vous êtes là ce soir. Déjà, comment vérifier qu'un message, un site ou un contact proviennent bien de chez vous, de l'URSSAF, et quels signes justement doivent alerter nos amis téléspectateurs d'une éventuelle fraude ? Eh bien écoutez, pour être sûr que vous êtes en lien avec l'URSSAF et pouvoir naviguer en fait en toute confiance, il convient avant tout de naviguer sur des sites ursaf.fr. Alors attention à l'orthographe parce que les arnaqueurs essaient d'imiter nos sites, essayent aussi avec une orthographe très proche. Donc un moyen très simple, c'est URSSAF avec deux S comme sécurité sociale, suivi d'AF comme allocation familiale. Pour s'en rappeler, c'est assez simple. Deuxièmement également, vérifier l'expéditeur. Et là, pour être certain aussi que c'est bien l'URSSAF qui vous écrit, aujourd'hui, en fait, on a adopté ce qu'on appelle la norme BIMI, c'est-à-dire que vous avez le logo URSSAF qui s'affiche juste à gauche de l'expéditeur dans votre boîte de réception. Et ça, c'est une forme d'authentification qui permet de certifier que c'est bien l'URSSAF qui s'adresse à vous. Puis je rajouterai également que l'ensemble de nos offres de services sont gratuites et à ce titre-là, si quelqu'un concrètement vous envoie un mail avec des fautes d'orthographe, vous demandant par exemple un paiement sous 24 heures avec un lien de paiement, on ne le fait pas. Les bons réflexes à adopter, notamment, c'est tout ce qui est mot de passe, vérification de l'URL, c'est ces choses-là qui sont assez concrètes et simples, mais qu'il faut absolument prendre en compte pour être sûr que c'est bien l'URSSAF qui nous contacte. Oui, tout à fait, Aurélien. Il y a effectivement 3-4 bons réflexes. Alors, le mot de passe, qui est un élément de sécurisation très important. L'important, c'est qu'il soit à la fois robuste et je dirais, complexe, c'est-à-dire mélangeant des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, mais qui soit aussi spécifique, c'est-à-dire utiliser ce mot de passe que pour les services de l'URSSAF, par exemple, et utiliser d'autres mots de passe quand vous accédez à d'autres services en ligne, d'autres opérateurs. Et puis faites attention également à ne pas partager vos identifiants ou vos données personnelles. L'URSSAF ne vous demandera jamais votre mot de passe, par exemple, dans ces échanges ou vos données personnelles. Et puis le dernier conseil qu'on peut donner, c'est d'aller directement sur le site ursaf.fr et de ne pas passer par d'autres, de cliquer sur un lien dans un mail ou. Tout à fait. On est sûr de... Exactement. L'important, c'est de faire ces déclarations pour être en toute sécurité sur votre espace en ligne URSSAF, sur nos sites ursaf.fr et de ne pas cliquer sur des liens qui peuvent vous être transmis par mail. Parfois, on est victime d'une usurpation d'identité. Ça peut arriver à tout le monde malheureusement, qu'on soit jeune ou plus âgé. C'est quoi justement là, comment on doit agir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dirais que le maître mot en la matière, c'est de réagir immédiatement. Signaler, si vous avez un doute, cette usurpation d'identité ou d'adresse sur le site ursaf.fr. Joignez-y votre plainte, votre main courante. On a un mode d'emploi sur notre site également à votre disposition. Et puis si vous avez
malheureusement dévoilé ou cru dévoiler vos données bancaires, contactez immédiatement votre banque. Et puis si vous ne pouvez pas vous connecter à votre espace en ligne URSSAF, parce que l'usurpation a pu faire que, eh bien contactez-nous par téléphone directement et dans les plus brefs délais, sans plus attendre, parce que plus vous nous contactez rapidement, plus on est en mesure de pouvoir, je dirais, sécuriser vos données au plus tôt et mettre en place les pare-feux contre cette arnaque ou cette usurpation. Eh bien, nous serons vigilants. Merci beaucoup, Patrice Gaucher, d'avoir été notre invité ce soir pour parler arnaque et usurpation d'identité. Très bonne soirée à vous. Avant de se quitter, rappel de ce principal titre, nos fleuves et rivières qui sont toujours sous surveillance. Et oui, le niveau alerte crue a baissé. La Loire, le Cher et la Vienne sont en vigilance jaune. Chez certains, l'eau baisse, mais de nouvelles montées sont attendues, notamment sur la Vienne. Et si pour l'instant les évacuations restent à la marge, les digues sont tout de même surveillées de près. Prudence. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain. On sera là. C'est un beau duo toute la semaine, c'est ça ? 18h45. Oui, puis 17h50 pour Val-de-Loire en direct. À demain.